Michael Sinatra, directeur du Centre de recherche interuniversitaire des humanités numériques à l'Université de Montréal, qui a le plaisir de demander à Marcello Vitelli-Roussati, un des co-responsables de notre centre, de venir présenter notre conférencière plénière. Merci, merci Michael. Avec beaucoup d'émotion que je présente Servane Monjour, qui est donc maîtresse de conférence à Sorbonne Université, qui est pour moi une des théoriciennes les plus intéressantes d'aujourd'hui. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec Servane pendant quelques années et donc, elle a contribué à mettre en place les laboratoires qui est le nôtre aujourd'hui. Elle nous a donné beaucoup de ses idées. Elle a aussi travaillé avec Stéphane Sinclair pendant un an au postdoc. Elle m'a dit qu'elle en parlera pendant sa présentation, donc j'en dis pas plus. Et elle travaille sur plein de sujets. C'est une théoricienne de la littérature à l'époque du numérique, probablement. On pourrait le dire comme ça, avec une théorie des médias, une théorie de l'intermédialité qui parcourt l'ensemble de ses travaux. Et donc, puisqu'elle me dit time out, je lui donne la parole. Micro, ouais, ouais, je parle avec l'ordi. Merci Marcello, merci beaucoup. Du coup, je suis très à l'aise. Merci beaucoup surtout à Michael de cette invitation. Je voudrais vraiment souligner à quel point ton initiative est extrêmement importante. Je trouve que c'est vraiment fantastique ce que tu fais aussi pour voilà, faire perdurer la mémoire de Stéphane et de nous permettre de dire à quel point c'était un excellent collègue, pour moi un excellent professeur. Et je trouve que cet événement est très important. Donc, merci beaucoup à toi. Merci aussi à Stéphanie pour la confiance dont tu as fait preuve aujourd'hui. Et maintenant, quelques excuses que je vais vous présenter. La première excuse, j'espère que ma langue ne va pas fourcher, mais c'est que normalement, alors là, je suis en pyjama depuis très longtemps et donc je suis un petit peu fatiguée. Seconde excuse, aussi, c'est que ma conférence sera un petit peu indisciplinée. Indisciplinée au sens où Myriam Suchel l'entend, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de vraie discipline d'ancrage. Je viens des études littéraires classiques, mais bon, je ne suis pas comme un poisson dans l'eau dans les études littéraires. Je viens aussi un peu des media studies, mais pas vraiment, et je me suis mise tardivement aux humanités numériques. Donc voilà, pardon pour cette indiscipline. Indiscipline aussi parce que je vais vous montrer tout un ensemble de choses, d'objets. Sur mes diapositives, il y en a à peu près 80% qui sont totalement illégales, que je ne devrais pas vous montrer pour des raisons de droit. Donc voilà, Michael m'a demandé si ça posait pas de problème que je sois filmée. Je dis à moi, il n'y a pas de problème, tu t'arranges avec les autres. Et enfin, dernière excuse, j'espère qu'on me pardonnera le titre de cette conférence qui sonne un peu comme une tentative désespérée d'attirer André Gaudreau jusqu'au troisième étage du carrefour des arts et des sciences. Un média naît toujours deux fois, c'est le titre d'un de ses articles co-signé avec Philippe Marion. Et je vais y revenir tout à l'heure. Au-delà de l'effet un peu racoleur, j'ai bien conscience que ce titre, un média meurt toujours deux fois. J'ai pas de problème avec Média Positive. Certains d'entre vous se sont inquiétés tout à l'heure, mais non, non. Tout ce que je vais vous montrer, ce sont les choses qui ne fonctionnent pas ou qui sont cassées. Donc voilà, je vais vous montrer beaucoup de choses cassées. Mon titre, il pose un problème conceptuel puisqu'en théorie des médias, on a tendance à dire justement qu'un média ne meurt jamais. Un média se remédie, il est remédié par d'autres médias et sa mémoire se transmet. C'est la leçon que nous a donnée Marshall McLuhan. Et sur ce point, l'expérience m'a appris à penser que si en effet la remédiation opère toujours bel et bien une forme de transmission, l'inverse est également vrai. La remédiation, elle va reconfigurer le média qui l'a précédé en lui réinjectant un nouvel imaginaire. Et mon intention aujourd'hui n'est pas du tout d'invalider la thèse de Gaudreau et Marion, hein, bien au contraire, il s'agit en fait de transposer leurs propositions théoriques en envisageant non plus ce qui se passe au début de la vie d'un média, mais plutôt à la fin, c'est-à-dire au moment de son obsolescence, et plus précisément des tentatives que l'on va faire
pour essayer voilà, de collecter, de préserver, de transmettre ce média en train de disparaître, c'est-à-dire au moment de son archivage et de sa remédiation. L'obsolescence ou la mort du média, elle peut donner lieu à trois niveaux de questionnement. On peut se demander ce qui disparaît quand un média ou une production médiatique ne fonctionne plus correctement ou plus du tout. On peut se demander ce qu'on omet, ce qu'on oublie, ce qu'on efface consciemment ou inconsciemment lorsque l'on tente de préserver une production médiatique obsolescente. Et surtout, pour reprendre l'expression de McLuhan, on peut se demander quel est le message porté par nos différents choix de captation, de conservation ou encore de remédiation des productions médiatiques obsolescentes ou déjà cassées. Alors moi, c'est surtout à cette dernière question que je vais m'intéresser aujourd'hui, sans vous donner une réponse euh, claire et nette, puisque ça fait l'objet de recherches que je mène depuis des années et je pense que ça va m'occuper quelques années encore. Pour être honnête, l'intuition que je veux creuser avec vous aujourd'hui, elle n'est pas tant une intuition théorique qu'une intuition en fait très empirique, basée sur mon expérience de lectrice, de lecture des œuvres de littérature numérique, ou devrais-je dire plutôt de mon expérience de non-lecture. Mon parcours académique, il a quelque chose d'un peu paradoxal, puisque j'ai commencé ma carrière de chercheuse en travaillant sur des objets que tout le monde décrivait toujours comme nouveaux. Des profils sur des réseaux sociaux numériques, Facebook, Twitter, etc. Des récits collaboratifs fictionnels postés sur un GitHub, hein, et, Louis Olivier nous en a présenté d'ailleurs, Abrupt qui fait partie de mon corpus aussi. Des œuvres hyper médiatiques créées from scratch. Et il existe tout un tas donc on parle de néolittérature, de néo-avant-garde, d'extrême contemporain, donc toute une palette de préfixes pour décrire un peu le degré d'originalité de ces pratiques d'écriture, dont on se rend compte d'ailleurs assez généralement qu'en fait elles sont pas si inédites que ça, mais passons. Il y a quelques années, j'ai commencé à me dire que mes recherches tournaient un peu en rond. Mes articles, mes communications finissaient toujours par répéter exactement le même scénario. Donc, c'est ce que j'ai appelé le bingo des communications scientifiques en littérature numérique. Tout d'abord, vous présentez un objet littéraire donc nouveau. Donc, par exemple, ici, un profil Twitter érotico-pornographique. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, Param l'a présenté tout à l'heure, hein, vous allez le réinscrire dans une généalogie pour montrer que c'est pas si nouveau, essayer d'expliquer voilà l'origine de ces pratiques. Dans un troisième temps, on démontre tout l'intérêt que cet objet peut révéler en termes d'appropriation critique d'une culture numérique émergente. Donc, pour l'exemple des écritures profilaires, il s'agit notamment d'appréhender la mise en données du sujet et du monde. Et puis enfin, bingo, on plaide pour une légitimation de cet objet nouveau dans l'histoire littéraire, discipline contemporaine. Alors, on plaide pour la légitimation sans trop y croire quand même, hein, parce que là, il s'agit d'un profil érotico-pornographique féministe et on parle de littérature française. Donc, bon, voilà. Ça, c'était le plan de mes communications. Et non seulement j'avais l'impression de tourner complètement en rond, mais surtout je finissais par tourner à vide. Pourquoi? Parce que mon corpus disparaissait et disparaît toujours à une vitesse grand V. Et si je regarde aujourd'hui la liste de mes publications, et certaines parfois non publiées encore, je compte un nombre assez angoissant quand même d'articles qui ne valent plus grand-chose parce que les objets dont ils parlent ont disparu et que de fait, bah, la proposition théorique que j'en fais n'est plus très intéressante. Donc voilà, j'ai fait l'exercice hier, j'ai barré tout ce qui était obsolète. En vérité, parler de littérature numérique revient très souvent à opérer ce petit tour de force qu'avait décrit Pierre Bayard, un chercheur français, dans un ouvrage intitulé Comment parler des livres que l'on n'a pas lus. À savoir que, contrairement aux idées reçues, il est tout à fait possible d'avoir un échange passionnant à propos d'un livre que l'on n'a pas lu, y compris et peut-être surtout avec quelqu'un qui ne l'a pas lu non plus. La provocation de Pierre Bayard, c'est notre lot quotidien, à nous, chercheurs en littérature numérique. Et on a même prouvé, et je crois que Bertrand Gervais, qui est là, pourra le dire aussi, on a même prouvé que Pierre Bayard avait en fait raison. Notre expérience approfondie de non-lecteur a eu le mérite de stimuler notre pensée théorique et critique en nous faisant repenser les fondements même de la littérature. Sauf que cette non-lecture, elle pose quand même un certain nombre de problèmes méthodologiques et conceptuels, surtout si on essaye en fait d'enseigner ce que l'on étudie.
Et c'est une véritable difficulté. Alors, évidemment, je m'adresse ici devant Bertrand, qui lui a été, enfin, est peut-être l'un des seuls à ma connaissance à vraiment avoir enseigné la littérature numérique, mais là d'où je viens, en France, il n'y a pas de cours de littérature numérique, ça ne se fait pas. En fait, on ne sait pas quoi faire lire, tout simplement, aux étudiants. Pour être honnête, moi-même, je n'ai jamais lu Afternoon a Story de Michael Joyce, qui est pourtant présenté comme une œuvre pionnière de la littérature numérique, toute première fiction hypertextuelle. Mais j'en parle à mes étudiants en leur montrant toujours les 4-5 mêmes captures d'écran qui figurent sur le site du NT2 de Bertrand. Merci beaucoup, Bertrand. Et cette non-lecture, elle questionne évidemment les enjeux d'une herméneutique de la littérature numérique dans une temporalité qui n'est pas celle du flux du numérique et de la publication numérique. Comment pouvons-nous lire, et plus important, comment pouvons-nous faire lire des œuvres en vue de leur interprétation dans le temps long? Et de manière un peu caricaturale, j'ai observé que souvent cet acte de non-lecture que l'on fait en tant que chercheur a tendance à focaliser notre attention sur les dispositifs médiatiques plutôt que sur les contenus diégétiques et stylistiques des œuvres. Très souvent, en fait, on se concentre pas vraiment sur l'histoire ou la prose d'une œuvre numérique. On délivre en fait son mode d'emploi de lecture. On raconte notre expérience médiatique, notre expérience de lecture. Évidemment, quand on travaille sur la littérature numérique, le caractère performatif des œuvres, il est extrêmement important. Mais comment on fait pour transmettre ce caractère performatif, non pas en tant que récit, mais en tant qu'expérience véritable? Ma question, elle en cache une autre, c'est en fait celle de la validité de mes corpus et du patrimoine littéraire numérique dans 50 ans ou dans 100 ans. Est-ce qu'il sera étudié pour des qualités dites littéraires ou est-ce qu'il témoignera d'un moment de transition et d'exploration médiatique? Et c'est de cette façon que j'ai été amenée, comme bien d'autres avant moi, en fait, hein, à m'interroger sur la question des archives de la littérature numérique. Je m'attendais à me heurter à un écueil assez institutionnel, c'est-à-dire la définition de mon objet, qu'est-ce que c'est que la littérature numérique, son périmètre, etc. Oups, pardon. Quelle œuvre choisir, quel auteur archiver, mais comme à chaque fois qu'on change d'angle dans un travail de recherche, j'ai ouvert en fait une autre boîte de Pandore. Je me suis donc demandé ce qu'était tout simplement une archive numérique, quel devait être son format, comment la remédiatiser, comment l'étudier, comment la transmettre, avec quels outils et à quoi est-ce qu'elle doit me servir plus tard. Ces questions, elles sont déjà prises à bras-le-corps en fait par les historiens, elles n'ont rien d'inédit. Je parle ici, voilà, je sais que Ian Milligan vient très souvent, je fais partie du CRIN aussi, donc voilà, enfin, ça fait partie des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur ces questions. Et dans le champ des études littéraires et celle des études littéraires numériques, il existe aussi énormément d'initiatives en faveur de la conservation des œuvres. J'ai mentionné le répertoire de Bertrand, il y a aussi tous les collections numériques, les émulateurs de The Next, de Rhizome, donc il y a déjà un gros travail de fait. Et moi, c'est un peu à la croisée de ces travaux que je cherche à m'inscrire, tout en proposant en fait une autre voie qui serait davantage ancrée dans les humanités numériques et dans une herméneutique agile, au sens où Jeffrey Rockwell et Stéphane Sinclair ont pu nous l'enseigner à travers l'ouvrage Hermeneutica. Un moment a été déterminant dans mon travail, c'est ce postdoc que j'ai réalisé, que j'ai eu la chance de réaliser avec Stéphane. Ma recherche à l'époque portait sur le collectif littéraire Général Instinct. Et l'objectif de ma recherche, c'était d'étudier les tensions entre le collectif et les individualités des auteurs. En fait, j'ai jamais pu traiter ma question parce que pendant un an, je me suis débattue avec le simple fait de constituer mon corpus. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant parce que ça m'a permis en fait de re-questionner mes objets à nouveau frais et de progresser aussi beaucoup techniquement. Donc c'est ce parcours et cette approche que je vais vous présenter aujourd'hui, un parcours qui commence dans les archives officielles, celles de la Bibliothèque nationale de France. Je suis désolée, on voit Jean-Marie Le Pen, mais c'est parce que le jour où j'ai fait la capture, c'était lui qui était là, mais c'est pas. Faut vraiment que je retourne, que j'y retourne un autre jour. Euh, non, c'était pas à l'occasion d'élections, donc ils ont ressorti plein de trucs sur les élections. Donc, quand vous êtes historien de la littérature, c'est votre devoir de vous rendre à la Bibliothèque nationale de France. C'est donc ce que j'ai fait. La BNF, elle collecte des documents multimédia, des logiciels et des bases de données depuis 92. Et depuis 2004, elle mène une collecte large et systématique sur tout le web français. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, hein, en 2023, la BNF, elle avait collecté 53 milliards de fichiers. Et
On est sur une datafication là, de l'archive. Ces archives, elles sont consultables depuis les postes informatiques de la BNF, par exemple ici sur le site François Mitterrand. Et pour des raisons légales, elles ne sont donc pas diffusées en ligne, hein. C'est pour ça que tout ce que je vous montre, je ne devrais pas vous le montrer. La BNF a réalisé un travail très intéressant de remédiatisation des archives qui sont encodées en format WARC, hein, qui est le format standard pour les archives du web. Et son interface, elle reproduit en fait assez bien ce que vous pouvez expérimenter lorsque vous utilisez la Webpack Machine. C'est à peu près le même système, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer une URL puis essayer de naviguer dans la temporalité de la page selon les dates qui ont été moissonnées. Alors je vais tout de suite vous montrer en fait comment je travaille. J'arrive à la BNF et je mène ici des recherches sur le projet numérique Accident de personnes qui est une œuvre poétique diffusée sur Twitter. On est en 2010, donc c'est une œuvre qui a déjà 15 ans. Je vais ouvrir deux fenêtres sur l'écran de la BNF. À gauche, donc, j'ai mon moteur de recherche courant, hein, donc c'est ce qu'on appelle le web vivant, ce qui, de manière sémantique et symétrique, veut dire que l'archive est le web mort. Bon, c'est pas très heureux, mais c'est comme ça. Et donc à côté, j'ai mon archive qui est ouverte, puisque l'idée c'est que en fait, on ne peut pas taper une requête telle quelle, il faut vraiment rentrer l'URL. Donc il faut toujours avoir le web vivant pour avoir à côté l'archive du web ou web mort. C'est un choix ergonomique qui est assez intéressant parce qu'il permet en fait d'assurer le lecteur dans une certaine continuité entre le web vivant et son archive. L'outil moteur de recherche, tout le monde sait s'en servir, donc ça c'est assez simple et on facilite ainsi une immersion dans l'archive. Et l'interface, elle permet de rendre compte du processus d'éditorialisation temporelle qui est propre aux objets du web et négocier ainsi avec l'impossible stabilisation des œuvres de littérature numérique qui sont éditorialisées et donc dans une dynamique processuelle. En théorie, ce dispositif, il entend également rendre compte d'un second aspect essentiel de l'éditorialisation, c'est-à-dire la dissémination spatiale, notamment entre plateformes. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, hein, et comme toutes les pages ne peuvent pas être moissonnées, il n'est pas toujours facile de reproduire une véritable navigation hypertextuelle. Il y a plein de liens morts. Quant aux médias graphiques, ils ne sont pas toujours là, c'est ce que vous avez vu ici, et parfois ce ne sont pas les bons. Naviguer dans les archives du web, c'est en fait un peu naviguer dans un gruyère, il y a des trous partout. Et l'archive, elle laisse souvent un sentiment de figement qui procède d'une perte majeure d'interactivité avec les objets collectés. Concrètement, comme je le disais, hein, les liens sont morts, les vidéos ne jouent pas, les médias en VD ne sont pas les bons. Un exemple assez amusant de cette perte d'interactivité, c'est ce que je vous montre ici, ce sont les générateurs de texte de Jean-Pierre Balp, qui est donc l'un des pionniers de la littérature numérique en France. En fait, Jean-Pierre Balp, son idée, c'était de faire toujours générer des textes de telle manière que le lecteur n'ait jamais eu le temps d'aller les lire jusqu'au bout. Donc, ce qui est intéressant dans les archives du web, c'est qu'on a un seul texte généré qui est figé pour toujours. Donc, si vous voulez lire du Jean-Pierre Balp pour de vrai, il faut aller aux archives. Mais parfois, il y a des bugs, c'est ce que vous voyez ici. Là, j'ai cliqué sur le bouton pour générer un nouveau texte et l'interface de recherche de l'archive s'est réouverte dans l'archive. Donc, il y a eu une sorte de mise en abîme du propre logiciel de recherche. Voilà, donc ça a tout cassé. Euh, en fait, tout comme cette méthode de collecte se veut peu profonde, puisqu'elle ne prend pas tous les liens, ni tous les fichiers, ni tous les éléments de code, l'expérience de l'usager est elle-même une expérience de surface, c'est-à-dire une expérience de l'interface. Dans les archives de l'Internet, on n'aura pas accès au code, ce qui peut poser des problèmes lorsque votre approche est celle des Critical Code Studies, par exemple. Et ajoutons enfin à cela un problème majeur, c'est l'impossibilité, pour des raisons légales, de faire tout simplement des copies d'écran, ce qui explique voilà, la qualité des images que je vous montre depuis tout à l'heure, hein. Je ne suis pas débile, je sais faire une copie d'écran. Non, mais c'est important de le préciser. Voilà, donc tout ce que je vous montre là, en fait, je ne devrais pas vous le montrer. C'est un peu embêtant parce que la manipulabilité et la citabilité des œuvres archivées, bah, elle n'a rien d'évident. Et on ne sait pas toujours finalement à quoi la consultation de ces archives numériques, quand on va aux archives de la BNF, bah, à quoi ça va nous servir en fin de compte. Je ne suis pas venue jusqu'ici pour vous dire que la BNF fait un mauvais travail. Je pense qu'au contraire, la BNF fait un très bon travail dans les conditions qui sont les siennes. Ce que cette expérience, par contre, veut faire apparaître, c'est le problème de l'herméneutique de l'archive de la littérature numérique, qui vient redoubler celui de l'herméneutique de la littérature numérique tout court. Déjà qu'on n'était pas d'accord sur la première, la seconde vient s'y ajouter. Et c'est là qu'un
Notre malentendu surgit, celui de la valeur que l'on accorde à l'archive. Pour Bruno Bachimon, donc j'ai choisi de citer Bachimon, mais on trouve la même chose chez Yann Milligan et bien d'autres. L'archive du web n'est pas le web. L'archive d'un site n'est pas le site archivé. La raison essentielle tient à la nature même de ses contenus et des procédures de collecte, en particulier la durée de captation étant supérieure au rythme de mise à jour du site. L'archive résultant de la collecte rassemble en fait des parties du site renvoyant à des temps ou époques différents du site. Donc une partie correspondant au site au temps 0, une autre au temps 1, après une mise à jour, etc. Bref, le site archivé n'a jamais existé comme tel dans le web. En résumé, l'archive n'est ni un extrait ni une copie conforme de l'original. Elle en est une image reconstruite et souvent lacunaire. L'archive est une remédiation qui reconfigure, comme l'a montré Milligan, le sens même de l'archive et aussi le sens des contenus captés. Alors, il y a quelques années, dans un article, j'avais défendu la nécessité de ne pas essentialiser les littératures numériques. L'article s'appelait La littérature numérique n'existe pas. Et maintenant, il va falloir écrire un autre article. Les archives de la littérature numérique n'existent pas non plus. Ce que je veux dire, c'est que dans cette image archivée de l'objet numérique réside aussi et surtout un imaginaire qui me semble entremêler imaginaire de l'archive traditionnelle, imaginaire du web, imaginaire de la littérature et imaginaire aussi de la littérature numérique. Ce n'est pas un problème en soi, et c'est même sans doute une nécessité, c'est la définition du média. Un média est aussi fait d'imaginaire. Le plus embêtant, c'est quand cette conception est inconsciente ou même dissimulée. Une fois qu'on a dit cela, l'archivage devient un terrain de recherche absolument passionnant et très stimulant. Les techniques de captation, celles de restitution sont porteuses de sens et d'un message qu'il est important de déchiffrer. L'imaginaire de l'archive, il est étroitement associé à une culture sensorielle de la matérialité des documents que nous sommes amenés à manipuler avec la vue, le toucher, l'odorat, qui participent de cette aura de l'archive dont Arlette Farge avait longuement décrit les effets de réel et la charge intime qu'elle génère. Pardon. À l'inverse, il faut dire que l'archive numérique, elle suscite plutôt au premier abord un imaginaire de la dématérialisation, dont Caroline Muller et Frédéric Claver, historiens, se sont fait l'écho dans leur propre discipline. Dans leur projet de recherche de 2017, Caroline Muller et Frédéric Claver posaient cette question qui résume aussi mon propos. À l'ère numérique, les archives ont-elles toujours le même goût qu'avant? Tout comme mes collègues historiens, je crois qu'il faut démentir la prétendue perte du ressenti qui serait lié à la médiation de l'écran, hein, ça n'a aucun sens, je ne vais pas vous l'expliquer ici, vous le savez très bien, mais je m'interroge souvent sur la façon, sur la nature en tout cas de mon ressenti lorsque je consulte des archives du web ou lorsque je consulte certains émulateurs, certaines remédiations. Les émulateurs de rhizomes produisent des résultats impressionnants, c'est ce que vous voyez ici. Mais donc ici, on a une reconstitution de Scandalicious, qui est l'une des toutes premières œuvres de littérature sur YouTube, ou en tout cas d'art numérique. Mais ce que je me dis en regardant ces émulateurs, c'est que finalement, ces travaux répondent moins à un besoin de comprendre l'œuvre dans son dispositif originel que de satisfaire ce que Gustavo Gómez Mejía a qualifié de charme désuet que peut auréoler certains écrans folklorisés dans la mesure où des souvenirs générationnels ressurgissent pour actualiser des perceptions nostalgiques. C'est un peu l'effet doudou des archives de la littérature. Donc, autrement dit, la reconstitution du graphisme crée des effets d'historicité qui participent à la valeur ajoutée d'ailleurs des œuvres reconstituées. Et l'enjeu du ressenti, qui est lié à la constitution de ces archives, à leur restitution, est pourtant extrêmement important puisqu'il ne s'agit pas tant de créer des effets de réel, comme le disait Arlette Farge, même si ça compte, mais pour nous, dans notre cas, il s'agit aussi de créer des effets de littérarité. Pourtant, ce que la constitution des archives institutionnelles révèle, c'est la permanence d'un paradigme de la littérature imprimée qui guide la constitution ainsi que la médiation des données. L'archive de la BNF, elle rend finalement très bien compte d'une activité d'écriture qui est propre à un auteur en son site, le site devenant l'équivalent de ce qu'était l'œuvre. On peut le voir ici, donc là je suis sur les archives de Jean-Pierre Balp, parce que c'était balp.name, donc c'était son site web, qui continue en fait à être archivé encore aujourd'hui. Alors même que Jean-Pierre Balp, il a laissé tomber, il est plus propriétaire du nom de domaine. Donc en fait, c'est un site web d'architecture d'intérieur en taille que la BNF continue d'archiver. Voilà. Bon.
Euh, le web littéraire, il repose d'abord sur un paradigme de l'éditorialisation. L'activité des auteurs, elle y est éclatée, disséminée, collective, discursive. Et en ce qui me concerne, moi, ça fait plusieurs années que je ne parle plus d'œuvres numériques, mais en fait de projets littéraires numériques. La notion de projet, je l'emprunte au paradigme plutôt de l'art contemporain, et elle déplace l'intérêt sur le processus créatif toujours en train de se faire, davantage que sur une œuvre close et finie. C'est le projet aujourd'hui qui fait œuvre et qui transforme au passage le sens accordé à cette dernière en bousculant les enjeux de stabilité et de clôture. Or, cette approche par projet, elle nécessite des archivages, à mon avis, plus ciblés et plus granulaires que ne le propose la VNF. Il ne s'agit pas de dire que la stratégie de la VNF est la mauvaise, mais il s'agit de montrer qu'un autre mode de collecte est possible et qui va problématiser davantage l'objet littéraire. Finalement, l'interface de consultation de la BNF, elle contraint notre potentiel d'analyse. En se concentrant sur l'affichage du texte, elle privilégie la couche graphique des écritures numériques, ce qui convient très bien à une approche de l'ordre de la sémiotique des interfaces, par exemple, mais un peu moins à d'autres approches du fait littéraire numérique. Je parlais des critical code studies ou tout simplement les analyses de texte qui ont besoin de reposer sur une mise en données hein, du texte. Et garantir la pluralité des approches méthodologiques, c'est pas anodin aujourd'hui dans le champ des littératures numériques qui se cherchent encore un peu, en tout cas qui cherchent leur légitimité. C'est dans ce contexte qu'avec Nicolas Sauret, on travaille depuis plusieurs années maintenant à la constitution, à des fins d'analyse et d'archivage, de corpus de littérature numérique. Alors au début, notre recherche, elle portait sur l'analyse de réseaux d'écrivains et la problématique de l'archive, elle est apparue dans un second temps. C'est la même chose qui s'était produite avec Stéphane il y a plusieurs années. Pour le poser à présent clairement, hein, très clairement, notre matière première, c'est le web vivant. On travaille plus vraiment dans les archives, même si en fait, on a toujours les deux approches. On a baptisé notre projet Corpus. Alors, on m'a fait remarquer déjà que ça ressemblait un peu à un nom de Pokémon, mais en fait, corpus, c'est un mot valise pour désigner des corpus de littérature numérique qui ont la particularité d'être des petits corpus, des mini-corpus, des small data, ou plutôt des small capta, j'y reviendrai. Ce que notre passage par les archives institutionnelles nous a appris à faire, c'est à reconsidérer en fait la matière dont on avait besoin. Ni une archive institutionnelle, ni un corpus au sens traditionnel du terme, mais un corpus situé. Concrètement, un corpus situé ressemble à un dépôt Git dans lequel on compte à minima un ou plusieurs jeux de données, donc le dataset. Là aussi, on m'a fait remarquer que c'était pas tout à fait légal d'avoir ça. C'est hébergé chez Humanum, hein, Stéphane, si tu veux. Voilà. Les outils qui nous ont aidés à constituer ce jeu de données, donc généralement des notebooks Jupyter, et la documentation de ces outils et la critique des datasets. Donc un corpus situé, de fait, il comprend toujours intrinsèquement la question de recherche qui a animé sa constitution, et question de recherche d'ailleurs qui a souvent été amenée à être reformulée, hein, c'est le jeu. Et notre objectif, c'était de rendre ces corpus exécutables et surtout généricisables, mais ça, on n'y arrive pas pour d'autres raisons que je vais expliquer tout à l'heure. Alors attention, un corpus situé, c'est plus complexe qu'un data paper. Avec ce qualificatif de situé, il s'agit de nous inscrire dans une pratique réfléchie et documentée du moissonnage, comme le défendent les spécialistes des archives du web. Je pense à Emily Maemura, Yann Milligan, Christophe Becker. Et pour nous, l'adjectif situé doit également être rapproché de la notion de savoir situé, hein, que j'emprunte à Donna Haraway. C'est peut-être un peu tricky de l'amener ici, puisque la notion de savoir situé, elle s'inscrit surtout dans les études féministes, queer, postcoloniales. Mais en fait, ce qu'on veut montrer ici, c'est que nos corpus sont situés parce que nous les avons produits en nous inscrivant dans un environnement socio-technique déterminé, qui est lourd d'implications épistémologiques, mais également politiques. Je vous en donne un exemple, hein. Lorsque je consulte les profils d'Anarchet que j'ai montré en introduction, je dois passer par mon propre profil sur un réseau social qui me sert en fait d'instance technique pour lire l'œuvre et pour la collecter. Donc autrement dit, je suis à la fois secondée et redoublée par mon ou mes profils, parce qu'en plus j'en ai plusieurs, vu que j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, je m'étais construit plusieurs identités. Mon profil me permet donc d'accéder à mon terrain de recherche, mais en même temps, il va le filtrer. Et il va dessiner un peu ce terrain à mon image, une image
que je maîtrise un peu, mais que je maîtrise surtout pas tout à fait. Euh, Cette dimension politique aussi du corpus situé, elle apparaît dans les outils de scrapping que nous utilisons. Donc, il a été beaucoup question, en fait, de la non-neutralité des outils. Je ne vais pas y revenir. Ça fait 10 ans à peu près qu'on crée des corpus et on note une complexification croissante quand il ne s'agit pas tout simplement d'une fermeture des API des plateformes sur lesquelles sont publiés les contenus littéraires. Je précise que notre parti pris, c'est toujours d'essayer de travailler avec des outils gratuits, parce qu'en fait, il existe aujourd'hui beaucoup de scrappers qui sont payants, voilà, mais nous, on a toujours essayé de s'inscrire finalement dans une zone qui est une zone grise et qui tend à devenir de plus en plus grise, voire noire d'ailleurs. Donc, on est dans une situation parfois délicate vis-à-vis des conditions générales d'utilisation. On a longtemps utilisé comme outil de prédilection la librairie MyNet du Media Lab de Sciences Po. Et on- depuis 2-3 ans, alors ça a commencé avec Twitter pour les raisons que vous savez, et peu à peu, on a voilà, plein de plateformes qui sont en train de tomber, les accès aux API ferment, et ça devient de plus en plus difficile d'aller collecter nos données. Il y a quelques mois, on travaillait sur Jean-Pierre Balp, sur le projet Un monde incertain. Et MyNet, en fait, le scrapper de Facebook ne fonctionnait plus. Là, c'est le développeur de MyNet voilà, qui a fini par effacer tout son outil. Et il dit donc Retiring Facebook Mobile Scrapper, rest in peace. Juste pour vous expliquer un peu à quoi on fait face. À un moment, on a même envisagé de travailler avec les outils proposés par le projet Bellingcat, que vous connaissez peut-être, qui est un projet mené par des journalistes et activistes. Voilà pourquoi j'expliquais tout à l'heure qu'il est important de questionner non seulement le message et le sens des contenus numériques que nous cherchons à capter, mais aussi le message des outils que nous utilisons pour cette captation. C'est vrai qu'en tant que chercheur en littérature, on commence à se poser des questions quand on en vient à utiliser les mêmes outils que ceux qui ont dénoncé l'affaire Skripal. Sur un plan méthodologique, nos corpus situés reposent toujours sur l'utilisation de notebooks Jupyter, qui nous permettent une exploration itérative avant de tendre vers une méthode que l'on souhaiterait généricisable. Mais très souvent, d'une fois sur l'autre, d'une année à l'autre, tous nos notebooks en fait sont cassés parce que les outils comme MyNet sont brisés, que l'accès aux API ne se fait plus. Euh, Comme on peut le voir ici, donc là, c'est un carnet de scrapping de la chaîne YouTube de Jean-Pierre Balp, de la Littératube. Les carnets Jupyter combinent des éléments de code exécutables et des éléments d'écriture un peu plus discursifs. Et tout ça, ça s'articule dans une même interface, les scripts de collecte, les traitements de données, les résultats de ces scripts et leur analyse. Et c'est cette cohabitation de registres qui ouvre l'espace d'écriture susceptible de produire une herméneutique des données, telle que c'était décrit dans l'ouvrage Hermeneutica. Et cette herméneutique, elle s'incarne dans une métaphore qu'on aime bien convoquer, qui est celle de l'archéologue. L'archéologue qui va peu à peu déblayer les petits morceaux en commentant chaque centimètre de terre qui est retiré. Cette herméneutique, elle nous distingue sans doute le plus de la mission des institutions patrimoniales, là où la BNF cherche à produire une archive représentative du web à coup de crawl massif pour produire un big data. Nous, on est plutôt du côté de small data ou même de small capta à vraiment petit coup de scrapping. Ce qu'on cherche à prendre en compte, c'est la valeur construite des données, en cohérence avec l'approche située de notre méthodologie. Donc, on se reconnaît dans les approches qui ont été citées aujourd'hui, celle de Johanna Drucker notamment, ou de Latour avec la notion de capta ou d'obtenu, qui vise à déconstruire l'objectivité de la donnée en la réintégrant dans un paradigme représentationnel. La donnée, c'est déjà une remédiation du réel. Si nos données sont porteuses de sens, c'est parce qu'avant même de les relire, de les traiter et de les calculer, nous les articulons à notre intention de recherche. Et en informatique, cette intention de recherche, elle s'implémente dans un modèle, processus de modélisation qui est déjà éminemment scientifique, voire disciplinaire, puisque d'une discipline à l'autre, on n'appliquera pas les mêmes catégories aux données, ni les mêmes significations aux descripteurs de la donnée. Donc la modélisation est déjà porteuse de sens. Le projet Corpus, il a ceci de particulier qu'il est voué à l'échec dès le départ. C'est un projet qui est destiné à se planter. On archive l'œuvre souvent contre elle-même, contre sa nature éditorialisée et performative. On archive contre les plateformes de publication, je vous l'ai montré, qui, sous couvert d'un discours de désintermédiation et d'émancipation, sont en train de privatiser nos données.
On archive parfois contre les institutions elles-mêmes. Donc moi, il y a à peu près un an, mon institution, la Sorbonne, a compris que je travaillais, que je faisais des corpus et ils se sont dit, ouh là là, mais ça va pas du tout. Donc j'ai eu le droit à une formation spéciale, toute seule, avec une juriste qui m'a gentiment expliqué que tout ce que je faisais, que j'avais pas le droit de mettre ces données sur des dépôts, que j'avais pas le droit de publier mes visualisations. Voilà. Ça va, Mickaël, toujours? Nous archivons même parfois le projet contre ses auteurs eux-mêmes. Il y a quelques mois, donc, quand on a fait cette recherche sur le BALP pour le colloque Jean-Pierre Balp, il nous a engueulé en nous disant non mais les archives, on s'en fout. Il nous l'a vraiment dit comme ça. Lui, l'archive, il l'assimile à une négation même de la créativité. Et puis un jour où j'expliquais à Anne Savelli que j'avais collecté son projet sur Marilyn Monroe, oui, alors j'ai un petit plaisir de montrer toutes ces photos de Marilyn Monroe. Là, mon institution a complètement capoté parce qu'évidemment, des photos de Marilyn, voilà, c'est sous droit, fait par des grands photographes. Et quand j'ai expliqué à Anne Savelli que j'archivais son projet Marilyn, elle a juste été prise d'un fou rire. Bon, voilà, donc je sais pas trop à quoi servent nos recherches, parfois je me le demande. Mais je vais y venir justement. Nous sommes conscients de nos contradictions. Puisque si nous revendiquons avec Nicolas la captation de small capta hyper qualitative, on sait qu'on a une ambition d'exhaustivité qui est impossible à tenir. Si nous reconnaissons nous-mêmes que l'éditorialisation est fondamentalement inarchivable, alors pourquoi s'y atteler avec tant d'ardeur? Ce que vous voyez ici, c'est un scrolling qui a duré 20 minutes pour tenter de moissonner la page Facebook d'un monde incertain. Et au bout de 20 minutes, on s'est rendu compte que le fichier était vide, ça n'avait pas fonctionné. Donc, pourquoi passer des heures, des jours, parfois, à tenter de faire fonctionner des outils difficiles à faire fonctionner, à en tester plusieurs, pour des résultats souvent minces? La raison est simple, il s'agit pour nous d'une démarche herméneutique, riche d'enseignements, tant du point de vue des succès assez rares qu'elle produit, que des échecs très nombreux qu'elle suscite. Lors de nos tentatives de captation d'un monde incertain, on a échangé avec le chercheur Samuel Soniecki de Paris 8, qui coproduit avec Jean-Pierre Balp les générateurs. Et Samuel nous a gentiment dit, mais si vous voulez, je vous envoie toute la base d'artnum.net, qui est un site sur lequel ils ont publié des textes générés. Et puis, bon, on a gentiment décliné la proposition. Et puis, il avait un peu pris la mouche. Il nous a dit, bon, bah, si ça vous fait plaisir de scraper. Et en fait, oui, 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 Samuel, ça nous fait très plaisir de scraper. Pour tout dire, il semble que pour nous, le goût de l'archive, eh bien, il a le goût du scrapping. Le goût de l'archive, il a la saveur du bricolage, du débogage, du terminal, de Stack Overflow et de GitHub. Et ce plaisir de scraper s'apparente autant à un plaisir de bricoler avec les outils numériques, ce qui est un peu une lubie de digital humaniste, qu'à un plaisir de lecture. Ces tactiques outillées permettent de poser à nouveau frais la question de la lecture distante ou de la lecture rapprochée, en particulier lorsque celles-ci sont générées automatiquement ou lorsqu'elles sont éditorialisées. Et c'est en ce sens que la collecte automatisée est un geste de lecture qui nous rapproche sans doute le plus de l'exhaustivité rêvée de l'œuvre numérique. J'arrive à ma conclusion puisque lorsque je disais au début de cette communication que, voilà, que j'avais perdu tous mes corpus, j'ai parlé un peu vite, j'exagère un peu. Pour être plus exact, c'est souvent l'état initial de mes corpus qui a disparu. Je n'ai plus d'accès en ligne, je n'ai plus d'accès direct. L'URL d'origine me renvoie une erreur, ce que j'ai montré. Mais en vérité, il m'en reste bien souvent toute une série de traces, plus ou moins bien organisées d'ailleurs. Ces traces, dans mon cas, il y a plus de 10 ans, elles ont d'abord pris la forme de captures d'écran, très nombreuses, rangées en bazar dans des dossiers sur mon ordinateur. J'avais un dossier qui s'appelait Bazar, que j'ai toujours, avec une nomenclature un peu hasardeuse. J'ai ensuite commencé à organiser un peu mieux mes données. Je les ai mises sur Tropi, mais j'ai perdu le Tropi depuis. Et puis plus tard, lorsque j'ai voulu passer sous la couche graphique des œuvres pour aller en chercher les données, je suis passée à des tentatives de moissonnage plus systématiques grâce à l'enseignement de Stéphane. Si j'ai l'impression, grâce à lui, d'avoir trouvé une technique de lecture plus satisfaisante, je ne renie en rien mes premières recherches et toutes mes captures d'écran mal rangées. Ces fichiers, je les garde encore précieusement. Ils témoignent de mes différentes lectures, de mes pratiques numériques discrètes, comme les qualifie Caroline Muller dans un ouvrage qui a paru la semaine dernière. Et à dire vrai, je crois que les disques durs de mes collègues constituent de véritables mines d'or, pas tant pour les données des œuvres disparues qu'ils renferment, même si c'est important, que pour comprendre les pratiques de lecture numérique. Elles témoignent d'un moment de la lecture et de la médiation numérique. Lors de nos expérimentations avec Nicolas, on a utilisé il y a quelques mois l'outil BrowserTrix qui est développé par Web Recorder et que maintenant la BNF commence à utiliser. BrowserTrix
comme d'autres librairies ou logiciels d'archivage, s'appuie sur l'émulation d'un navigateur qui est dit headless, un navigateur sans tête, sans interface graphique pour simuler une navigation et capturer à la volée ce que le navigateur navigue. Et en simplifiant, en caricaturant un peu à gros traits, hein, l'émulation du navigateur sans tête, du navigateur headless, vient incarner une sorte de lecteur idéal qui scrollerait, qui prendrait tout, sans aucun effort d'interprétation. Et si toutes les théories de l'interprétation, pourtant nombreuses, s'accordent sur une chose, c'est qu'il n'y a pas de lecteur idéal. Et à rebours de cette lecture outillée mais sans tête, nous pouvons donc appeler de tous nos voeux à des lectures imparfaites, partielles et partiales. Pour archiver l'œuvre numérique, sans doute faut-il donc d'abord en archiver les lectures et les actualisations. Ce que Bernard Stiegler avait qualifié de regard ou de parcours signé, soit la documentation d'une lecture ou d'un regard singulier sur une œuvre. Donc, je n'ai pas de conclusion, mais j'ai une to-do list, puisqu'après toutes ces recherches, ce vers quoi nous nous projetons avec Nicolas, c'est la constitution d'une édition critique, peut-être pas une édition critique numérique, mais en tout cas une édition critique de la littérature numérique, qui reposerait, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais qui prendrait en compte tout ce dont j'ai parlé, des données du web vivant, des archives plus institutionnelles, des corpus de chercheurs qui constituent autant de parcours signés que nous souhaiterions donc mettre en œuvre et montrer pour construire une histoire et construire surtout des histoires du web littéraire. Je vous remercie.